Le titre de ma communication est peut-être un petit peu énigmatique. Ici, j'entends espace intellectuel comme lieu d'affirmation d'un domaine d'expertise, puisque Gabrielle Émilie Le Tonnelier de Breteuil, marquise du Châtelet, est loin d'être une inconnue, mais je pense qu'on peut poursuivre la recherche à son propos. Alors, le 24 octobre 1738, du Châtelet confie à Pierre-Louis Moreau de Maupertuis: «J'aime l'étude avec plus de fureur que je n'ai aimé le monde, mais je m'en suis avisé trop tard. Mais on pourrait faire ce que j'ai fait, c'est-à-dire occulter le monde. Donc, j'aime l'étude avec plus de fureur que je n'ai aimé, mais je m'en suis avisé trop tard. Pour la simple et bonne raison que beaucoup d'études sur Émilie du Châtelet portent sur ses relations amoureuses. Et comme le rappelle Ronan Bonnel, on ne citait la correspondance scientifique de Madame du Châtelet que pour en relever les détails biographiques. Alors cela semble quelque peu étrange puisque lui-même superpose cette lecture biographique à une analyse plus scientifique. Et il ajoute que la correspondance scientifique proprement dite n'est qu'une partie d'une correspondance générale plus volumineuse, catégorie à part qui n'empiète que rarement sur la correspondance de l'espace privé. Alors la correspondance de l'espace privé ici, c'est tout ce qui va être lié à la galanterie et aux amours. Toutefois, cela présuppose que la part accordée au domaine intellectuel, aux sciences, serait moindre en comparaison du domaine amoureux. Et par ailleurs, les deux domaines se mélangent assez aisément, je vais y revenir. Or, comme le montre Jean-François Gauvin, puisque l'espace mondain devient dès lors le lieu de la validation expérimentale, même si du Châtelet aspire à un rapprochement avec le vrai, l'authentique monde savant, celui intimement lié à l'univers masculin de l'Académie royale des sciences. euh, Comme je le disais, ces domaines se mélangent parfaitement et c'est effectivement quelque chose que va également relever Jürgen Sées, puisque lui parle de discours scientifiques philosophiques mêlés avec discours galants ou mondains. Et par ailleurs, il faut souligner l'apport de Sées et de Gauvin, puisque ils vont ajouter de nouvelles lettres au corpus étudié. Alors, pourtant, les lettres qui appartiennent à la catégorie scientifique, on en compte à peu près 211 sur le corpus que nous possédons actuellement, ce qui fait à peu près 31% de la correspondance. Et pour les lettres galantes, alors ici, pas tellement le propos mondain, mais plutôt amoureux, on en a 226, donc 33%. Donc on voit qu'il n'y a pas une très grosse différence entre les deux. Et comme je le disais, souvent les lettres vont se recouper. De plus, ces deux études, donc celle de Sires et de Gauvin, s'attachent essentiellement à des sortes de monologues d'Émilie face aux hommes de sa vie. Alors, s'il est parfaitement censé d'y trouver le mathématicien Maupertuis, c'est beaucoup plus difficile de justifier la présence de Saint-Lambert dans de telles études, puisque sa carrière ne regarde en rien les sciences. Donc, déjà, idée développée précédemment par Benoît Melançon, l'objet de la lettre, c'est l'objet d'études sociaux beaucoup plus larges qu'une simple conversation par écrit entre deux personnes. Les épistoliers ne sont jamais seuls au monde. Alors, par ailleurs, c'est un petit peu dommage puisque nous ne possédons actuellement ni les réponses de Maupertuis ni celles de Saint-Lambert. Donc, on a véritablement des monologues qui ne permettent pas de juxtaposer divers discours. Et tout comme Bonnel, Sis ne semble évoquer finalement la correspondance que pour mettre en avant les parallèles entre discours galant et discours scientifique. Or, n'est-ce pas mieux si l'on envisage de vouloir démontrer tout le potentiel scientifique et intellectuel de la correspondance d'Émilie du Châtelet, de privilégier d'autres correspondants finalement? Et cela, Anne-Lise Ray et Irène Passeron l'ont bien compris puisque Ray va aborder de nouveaux échanges. Donc, nous avions effectivement Maupertuis, Jean-François de Saint-Lambert. Ray va ajouter notamment Frédéric II, roi de Prusse, qui n'est pas scientifique non plus, je vous l'accorde. Et c'est finalement Passeron qui est la seule à ajouter un autre mathématicien, qui est Alexis Claude Clairaut. Mais toutefois, comme elle le signale elle-même, du Châtelet se trouve dans une position très similaire à celle qu'elle va adopter face à Maupertuis, puisqu'elle est simple élève à ce moment-là. Alors, il est parfaitement légitime de ne pas trouver de grandes variations dans les corpus de lettres étudiés, puisque toutes ces recherches ont eu lieu avant la parution toute récente de l'édition scientifique sur laquelle je m'appuie, celle qui a été faite par Ulla Kolvig et Andrew Brown en 2018.
Alors par contre, c'est toujours problématique de constater que pour certains, et la formule est de Bonnel, que du Châtelet ne fut pas une savante et qu'elle fait figure de scientifique médiocre aujourd'hui. Et pour d'autres, on entend encore souvent les découvertes de Du Châtelet sont le fruit de travaux d'hommes de science comme Christian Wolff notamment. Alors, cette communication, elle a pour objectif d'analyser un échange intellectuel d'égal à égal entre Du Châtelet et plusieurs de ses correspondants au cours de la dispute au sujet des forces vives. Alors, mon corpus sera composé entre autres de lettres échangées entre la marquise et Jean-Jacques Dortoux de Méran, qui était le mathématicien et secrétaire perpétuel de l'Académie royale des sciences, ce qui permet d'analyser le discours intellectuel, mais aussi l'audace dont Du Châtelet fait preuve. Alors, je vais d'abord commencer par une brève évocation du contexte de cette dispute. Ensuite, j'évoquerai les échanges entre Méran et Du Châtelet, ainsi que d'autres correspondants. Et enfin, j'analyserai la transformation de l'espace épistolier en champ de bataille. Alors, ma première partie, c'est sur la dispute sur les forces vives. Alors, on est bien loin des 38 correspondants qui avaient été annoncés par Bonnel, puisque en réalité, actuellement, on dénombre à peu près 93 correspondants. Et on dénombre également plus que 6 scientifiques, puisqu'il y en a à peu près une quinzaine. Alors, Du Châtelet, elle échange avec divers savants. Certains sont cartésiens, d'autres sont newtoniens, comme Méran et même Voltaire. Et on a encore d'autres qui sont partisans des théories de Leibniz, notamment Johann de Bernoulli. Et Du Châtelet, en 1740, va publier ses institutions de physique qui vont déclencher une dispute entre les partisans de Newton et ceux de Leibniz. Alors, pourquoi se concentrer sur les échanges avec Méran? Parce qu'ils ne sont pas d'accord. Je vous l'ai expliqué, Méran est newtonien, Émilie est plutôt pour Leibniz. Eh bien, tout simplement parce que contrairement à Maupertuis, Émilie n'a pas de relation personnelle avec Méran. Donc, il n'y aura pas d'échange de ce type et on peut espérer un peu plus de parité dans ces échanges. Et par ailleurs, cette correspondance est très loin d'être privée puisque, comme le rappelait Melançon, nous avons souvent tendance à passer sous le silence que la correspondance au XVIIIe siècle n'est pas une activité privée entre deux personnes. Et ici, les échanges seront publiés dans la seconde édition des institutions de physique. Et de plus, comme l'explique Passeron, Émilie est donc muse scientifique de Voltaire, élève appliquée de Maupertuis et Clairaut ou vulgarisatrice de Leibniz, peut écouter. Les rôles qui lui sont dévolus la placent toujours dans l'ombre d'un personnage tutélaire. Et ici, dans le cadre de ses échanges avec Méran, c'est elle qui va le repousser dans l'ombre. Passeron ajoute, il est intéressant de remarquer que le seul savant amené par Madame du Châtelet à discuter d'égal à égal avec elle est Dortoux de Méran, académicien certes, mais en perte d'influence. Alors fort heureusement, contrairement à ce que Bonnel annonçait une fois encore, puisque lui pensait que la correspondance avec Méran ne nous est pas parvenue, alors que je précise que les lettres avec Méran sont dans l'édition de Théodore Westermann, euh, l'édition de 2018 a bien repris les échanges entre Méran et Émilie, puisque l'on possède aujourd'hui 3 lettres de Méran et une lettre qu'Émilie lui a adressée. Et visiblement, Méran discute réellement d'égal à égal avec Voltaire ou Émilie. Ici, je vous ai reproduit un exemple, un court extrait d'une lettre de Méran adressée à Voltaire. Donc, on avait voulu me persuader que vous aviez envoyé la résolution du problème de la trisection de l'angle, etc. Voici comme on m'a assuré que cette fausse supposition de l'abbé Desfontaines lui était venue dans la tête. Alors ici, malheureusement, on sait que la lettre est quelque peu coupée, donc nous n'avons pas les formules de politesse usuelles, mais Méran prend le parti de Voltaire, alors que comme je l'ai déjà souligné, Voltaire n'est pas vraiment un scientifique. Et ici, eh bien évidemment, l'abbé Desfontaines est associé au polémique. Le ton est très poli, même si nous n'avons pas les formules de politesse, ce qui en revanche n'est pas absent dans les échanges à Émilie, puisqu'ici vous avez la première lettre que Méran adresse à Émilie. On vient, madame, de me remettre de votre part les institutions de physique, si attendues et à si juste titre, et je vous en fais mes très humbles remerciements. Je les lirai avec toutes les dispositions favorables que votre nom doit leur concilier, et dont je ne doute pas cependant qu'elle n'ait de quoi se passer. Je suis avec un profond respect, madame, votre très humble et très obéissant serviteur. Alors ici, on a toutes les formules de politesse en usage. Madame, je suis avec votre profond respect, etc. Alors on sait tout de même, avec la date et la dernière phrase qui est soulignée, que Méran a déjà lu les institutions. Et la construction, le ton légèrement piquant, indique clairement que Méran n'est pas d'accord avec les idées énoncées par Émilie.
Et malgré tout, la lettre est très polie, puisque c'est une lettre assez classique de remerciement et qui va plus ou moins incarner la lettre type que l'on peut retrouver dans la correspondance. Donc, ça va être un peu le modèle qu'on va avoir entre ces deux épistoliers, malgré le conflit grandissant. Et c'est pourquoi j'intitule ma deuxième partie Émilie contre Méran, une dispute en toute politesse. Alors, la dispute au sujet des vis vivas, donc les forces vives, se cristallise autour de deux lettres essentiellement, deux courtes lettres, qui sont semblables en de nombreux points. Alors, c'est d'abord Méran qui écrit en mars 1741. Il vous a plu, madame, de rendre le public témoin de nos différentes manières de penser sur les forces vives et de me citer à son tribunal. Je m'y présente, comme vous verrez, par la lettre imprimée ci-jointe que j'ai l'honneur de vous adresser. Vous m'y trouverez plus éloigné que jamais du sentiment que vous avez adopté sur ce sujet, mais toujours également pénétré d'admiration pour les qualités éminentes de votre esprit. Je sais avec un profond respect, madame, vôtre, etc. Et voici ce qu'Émilie répond. Quelques jours plus tard. J'ai cru devoir, monsieur, au cas infini que je fais de tout ce qui vient de vous, la réponse à votre lettre imprimée que je joins ici. De quelque façon que le public décide, je me tiendrai toujours honoré de disputer contre une personne de votre mérite. Je me flatte que la diversité de nos opinions n'altérera point l'estime que vous voulez bien m'accorder, comme elle ne changera jamais rien aux sentiments avec lesquels je serai toute ma vie, monsieur, votre très humble et très obéissante servante. Alors ici, sur le même modèle, on a des lettres très polies. C'est ce que vous voyez en jaune dans les formules assez classiques, madame, monsieur, le cas infini que je fais de tout ce qui vient de vous, et les formules finales, etc. Et c'est plus ou moins une sorte de joute verbale de politesse qui a lieu ici. Mais déjà, Duchâtelet semble l'emporter puisque elle prend de la distance, contrairement à Méran, Méran qui attaque. Il vous a plu, madame, de me citer à son tribunal. Et par ailleurs, il faut noter que Méran utilise la troisième personne, là où Duchâtelet va utiliser la première personne et va être beaucoup moins affirmative, elle va être plus prudente. J'ai cru devoir. Alors toutefois, les échanges directs entre Méran et Émilie sont très polis, mais ce n'est pas du tout le cas lorsque l'on s'intéresse aux échanges secondaires, je dirais, que fait Émilie avec d'autres correspondants. Donc le 28 avril 1741, elle écrit, ça c'est un extrait d'une lettre qu'elle a écrite à Johanne de Bernoulli, et donc on constate qu'on est beaucoup moins poli à présent. Je crois que Monsieur de Méran n'a pas lieu d'être assez content du succès de la lettre pour vouloir répliquer. Le fond de la question ne paraît pas être ce qui intéresse beaucoup Monsieur de Méran. La fausseté d'un raisonnement si pitoyable, la fausseté du raisonnement de Monsieur de Méran, il m'était encore assez glorieux pour moi de le détruire. Donc là, nulle trace de politesse. Donc, sous sa plume, l'espace épistolier se transforme petit à petit en champ de bataille. Et donc, c'est pourquoi j'intitule cette nouvelle partie La correspondance, un champ de bataille au service de la vérité. Alors, je retourne un petit instant sur cette lettre, puisque la présence du thème guerrier, c'est particulièrement intéressant dans la mesure où, comme Mohamed Youssouf l'explique, alors pour lui, c'est plutôt pour tout ce qui va être le roman libertin, mais je trouvais que cela marchait plutôt bien ici. La métaphore guerrière permet de problématiser et de représenter un type spécifique de relation à l'autre sexe. Et dans la correspondance de Duchâtelet, le champ lexical militaire est particulièrement riche. Vous pouvez le voir ici, donc on a les verbes défendre, attaquer, on a la répétition de glorieux, on va avoir aussi le bouclier. Pardon, je me mélange dans mes feuilles. Voilà. Euh, donc on a le bouclier, qui est donc en plus bouclier qualifié d'impénétrable, et surtout qui va se compléter avec ces légides de Minerve. Alors ici, c'est particulièrement également intéressant puisque alors l'expression n'est pas nouvelle puisque Frédéric II de Prusse appelle très souvent Madame du Châtelet la Minerve. Et Pierre Robert Le Cornier de Sideville fait de même. Mais cela constitue un symbole particulièrement fort ici, puisque assimilé à l'équivalent grec, je ne vous l'apprends pas, c'est la déesse de la stratégie militaire et de la sagesse. Et se réclamer de Minerve ici, c'est se présenter en héros et surtout comme détenteur de la vérité. Et d'ailleurs, vous le voyez, le terme vérité est présent deux fois. Alors, quelques jours plus tard, elle va écrire à Charles-Augustin de Ferriol, comte d'Argental, donc c'est le seul correspondant non scientifique ici présenté. Donc Méran est affligé, il doit l'être d'avoir tort, il est dans une situation cruelle, donc là sa faiblesse, il a honte,
Donc on sent qu'elle est toujours sur cette posture agonistique, là ici le terme est de Ray. Et elle va également réemployer la stratégie initiale adoptée par Méran, puisqu'elle attaque et va jusqu'à poser un ultimatum, ce que vous voyez en vert, qu'il me réponde avec précision au dilemme que je lui ai fait, ou bien il se confesse, convaincu d'avoir fait un paralogisme indigne d'un philosophe, et il n'y a pas un troisième parti. Alors ici, on a une lettre qui serait adressée plutôt à un proche, et donc on entrevoirait peut-être plus une figure féminine authentique qui est piquée dans son orgueil, puisque vous le voyez, il doit l'être d'avoir tort et d'avoir mêlé du personnel dans une dispute purement littéraire. Et d'ailleurs, on voit les termes piquantes qui reviennent également. Et finalement, ce personnel pourrait évoquer les attaques dont les femmes sont généralement victimes, puisque le personnel, c'est habituellement associé aux femmes. Et en cela, la déclaration que vous voyez en rouge, je ne suis pas secrétaire de l'Académie, mais j'ai raison et cela vaut tous les titres, est particulièrement percutante et puissante. Alors, le 18 mai 1741, Du Châtelet écrit à cette ville: Ainsi, je crois que la dispute n'ira pas plus loin et que le champ de bataille me restera comme au roi de Prusse. Alors ici, elle réemploie toujours ce champ lexical guerrier et elle va plus loin puisqu'elle se compare tout de même au grand vainqueur de la bataille de Mollwitz, hein, puisque Frédéric II est sorti vainqueur le 10 avril 1741. Et donc, elle s'autoproclame finalement vainqueur dans la bataille des forces vives. Alors, le thème guerrier ne va pas disparaître pour autant, puisqu'il se déploie tel une métaphore filée. Et du Châtelet va l'employer encore lorsqu'elle écrit à Bernoulli le 21 août 1741. Monsieur de Méran n'a point répliqué, ainsi le combat a fini, faute de combattants. Alors, je pense que peut-être certains d'entre vous ont reconnu l'inspiration du Cid ici, puisqu'il s'agit d'une réplique de la scène 3 de l'acte 4, et le combat cessa faute de combattants. Alors ici, elle affirme fièrement ce qu'elle n'osait pas vraiment assumer, puisque vous avez beaucoup vu Je crois que. Et là, elle est vraiment seule vainqueur de cette querelle littéraire. Alors toutefois, est-ce que la référence au Cid ne soulignerait pas la grande facilité de ce combat, puisque Méran ne va jamais répliquer? Quoi qu'il en soit, la voix féminine demeure seule face au silence de la voix masculine, thème sur lequel Du Châtelet insistait déjà dans cette lettre à d'Argental. Il n'aura jamais le dernier mot ici. Euh, il ferait très mal de ne pas répondre. En fait, elle est un petit peu paradoxale tout de même. Mais voilà, on sait que Méran n'a pas répondu à cette lettre. Alors, pour conclure, la lettre devient véritablement une arme, puisque Du Châtelet et Méran vont rendre publique leur dispute, et l'espace épistolier prend des airs de champ de bataille où les stratégies évoluent en fonction des destinataires. Finalement, c'est la voix d'une femme, celle d'Émilie du Châtelet, qui semble l'emporter. Cette dispute lui permet justement de développer son réseau scientifique, puisqu'elle correspond avec de nombreux confrères. Il s'agit surtout pour elle d'assurer sa place et d'asseoir son autorité dans ce monde essentiellement masculin, en s'adressant aux représentants de ces institutions, puisque, comme le rappelle Cis, les femmes sont généralement exclues. Hein. Cette demande de reconnaissance n'impliquait pas l'accès à l'institution, en l'occurrence à l'Académie des sciences. Si un petit nombre de femmes étaient admises dans l'auditoire de l'Académie, elles n'avaient cependant pas droit à la parole. Et c'est le cas d'Émilie du Châtelet, elle a accès à cet auditoire. Alors, elle correspond de ce fait avec plusieurs représentants d'académies, puisque Bernoulli sera élu aux Académies royales des sciences de Berlin et de Paris. Clairaut est lui élu à l'Académie royale des sciences. Sideville est le cofondateur de de l'Académie des sciences et des belles-lettres à Rouen. Et Maupertuis est membre de l'Académie royale des sciences de Paris, de la Royal Society et de l'Académie des sciences de Berlin. Et pour Émilie, eh bien, ce n'est que le 1er avril 1746 qu'elle sera élue à l'Institution des sciences de l'Académie de Bologne. Seul institut a accepté les femmes à cette époque. Et ce que vous avez finalement à l'écran, c'est la lettre qu'elle reçoit de Francesco Maria Zanotti, qui lui annonce son élection. Donc, lui était secrétaire et puis président de l'Institut des sciences, et il est notamment connu pour avoir popularisé les théories de Descartes et de Newton en Italie. Et l'on peut constater le ton particulièrement élogieux de cette lettre, la grandeur de votre mérite, avec un grand plaisir, mais encore une espèce d'ambition. Vous qui êtes un si illustre ornement de la France, je vous prie d'agréer l'estime que nous en faisons et de vous plaire à embellir une académie qui ne peut avoir de plus grand honneur que celui que vous lui ferez en recevant la nouvelle de votre élection avec plaisir. Certes, Émilie du Châtelet est une femme, mais nul doute que c'est une scientifique.
Et par ailleurs, ainsi que le démontre Claudine Hermann, sa traduction de Newton fait encore autorité aujourd'hui. Depuis quelques années, de plus en plus de chercheurs, notamment Judith P. Zinsser et Julie Candler-Hayes, travaillent à la faire sortir de l'ombre de ces hommes, aussi bien de science que de littérature. Et comme le souligne Elisabeth Badinter, du Châtelet fait passer les sciences avant les sentiments, ce que du Châtelet elle-même rappelle dans son discours sur le bonheur, où elle consacre la supériorité de l'amour de l'étude à l'amour tout court. Je vous remercie. Merci beaucoup, Lucille. C'était une très belle continuation sur la question de l'autorité, de la légitimité des discours, enfin, et la reconnaissance des formes de discours. En vous écoutant, je pensais à